pour bien comprendre les différents enjeux et aussi la suite de ce webinaire. Et donc, qu'est-ce qu'un cookie? Donc un cookie, enfin les cookies, c'est des petits fichiers de texte qui vont être placés sur votre appareil pendant que vous naviguez sur un site. Et ils peuvent avoir un format, par exemple, comme ID est égal à ABC 1, 2, 3. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais comme ça, vous avez une visualisation de ce à quoi ressemble un cookie. Et concrètement, à quoi servent les cookies? En général, on peut classifier les cookies de 3 manières différentes. Tout d'abord, par rapport à leurs objectifs. Donc on va avoir des cookies qui sont strictement nécessaires. Ces cookies ils vont être essentiels pour vous permettre de naviguer sur un site et d'utiliser ces fonctionnalités, comme par exemple accéder à certaines zones sécurisées quand vous réalisez un paiement sur un site e-commerce. Ensuite, vous avez également les cookies de préférence ou fonctionnels. Ces cookies, eux, ils vont permettre au site de mémoriser un choix que vous faites, comme par exemple le choix de la langue quand vous visitez un site, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe afin de pouvoir vous reconnecter. Ensuite, on a également les cookies statistiques. Ces cookies, eux, ils vont collecter des informations sur la façon dont vous utilisez un site, donc les vues de pages, enfin les différentes pages que vous allez visiter, les actions que vous allez réaliser sur un site et qui vont permettre de pouvoir mesurer la performance de ce site en tant que tel. On a également les cookies marketing. Eux, ils vont être utilisés pour suivre votre activité en ligne et ensuite permettre aux annonceurs de diffuser des publicités qui sont plus pertinentes en fonction de vos centres d'intérêt. Et finalement, on a également les cookies réseaux sociaux qui, eux, vont permettre de pouvoir partager du contenu sur les différents réseaux sociaux. Donc ça, c'est les objectifs principaux des cookies. Ensuite, les cookies peuvent également être différenciés sur base de leur durée. D'un côté, on va avoir des cookies de session qui vont expirer dès que vous allez fermer votre navigateur. Et on va également avoir des cookies dits persistants. Ceux-ci vont rester sur votre navigateur jusqu'à leur expiration ou alors jusqu'à ce que vous les supprimiez vous-même ou que le navigateur les supprime par lui-même. Et finalement, la dernière manière de classifier les cookies, c'est en fonction de leur provenance. On a d'un côté les cookies first party. Ces cookies, ils vont être placés sur votre appareil par le site que vous visitez. Donc si par exemple vous visitez lexing.be, vous allez avoir un cookie qui appartient à lexing.be. Et de l'autre côté, on aura ce qu'on appelle les cookies tiers. Et donc ces cookies tiers, ils vont être déposés pas par le site que vous visitez, mais par une source tierce, comme par exemple une plateforme advertising comme Facebook, Bing Ads, etc. Donc vous allez visiter lexing.be, mais le cookie va être déposé par Facebook ou Bing ou toute autre source tierce. Et donc en général, quand on parle des cookies et quand on parle des risques liés aux cookies pour la vie privée, on parle en général des cookies qui sont plutôt liés au marketing, aux réseaux sociaux, qui sont persistants, donc qui vont rester pour une longue durée sur votre navigateur et qui proviennent également des sources tierces. Donc tous les cookies n'ont pas la même finalité, le même objectif, et donc c'est important de pouvoir les différencier. Et donc, que dit la loi justement par rapport à ces cookies? En eux-mêmes, comme vous l'avez compris, certains cookies sont inoffensifs et en fait, ils remplissent des fonctions qui sont cruciales au bon fonctionnement des sites web et d'Internet en général. Cependant, les cookies peuvent également stocker une multitude de données et suffisantes pour pouvoir vous identifier sans votre consentement. Et donc, compte tenu de la quantité justement des données que les cookies peuvent contenir, ils peuvent être considérés comme des données personnelles et par conséquent, ils doivent être soumis à la loi de la protection des données. Et donc, du point de vue juridique, les cookies vont être considérés d'une part sous l'angle du traitement de données à caractère personnel qu'ils entraînent. Et donc, dans ce cas-ci, ils vont être soumis au RGPD. Je pense que vous connaissez tous cet acronyme pour le Règlement général de la protection des données. Et de l'autre côté, ils vont également être soumis sous l'angle des communications électroniques dont ils sont une composante. Et dans ce cas-ci, ils vont être soumis à la directive e-privacy. Et donc, l'objectif, c'est que les entreprises mettent en place des garanties à la fois techniques et opérationnelles pour la protection des données qu'elles contrôlent. Et donc, toute entreprise qui va traiter des données relatives à des citoyens de l'Union européenne se doit de se conformer à ce règlement. Et en général, respecter ces obligations implique de pouvoir fournir une information préalable claire et complète à l'internaute. Et dans une grande partie des cas, cela implique également la collecte d'un consentement de qualité sur les traitements effectués. Et donc, pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce qu'on doit faire
Tout ça, tout d'abord, être conforme au RGPD et à la directive e-privacy, c'est bien sûr une exigence légale, donc c'est important de pouvoir être en conformité avec la législation, afin, de limiter, le risque de contrôle et aussi le risque d'amende qui sont liés à ces contrôles. Mais à côté justement de ce côté, législatif, respect de la législation, c'est encore plus important aussi de pouvoir être conforme parce que ça va permettre aux entreprises de pouvoir conserver une image de marque, de pouvoir aussi être transparent vis-à-vis des utilisateurs, des clients, des prospects. On sait qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont de plus en plus conscients de leurs droits, ils veulent de plus en plus de valeur en échange des données qu'ils vont échanger. Et donc, c'est important de pouvoir être transparent avec eux et dans le même temps, ça va également permettre de pouvoir identifier, les relations de qualité et aussi de construire des meilleures relations de confiance avec vos utilisateurs et vos clients. Et donc venons-en à cette première question. Est-ce que votre bannière de consentement et votre politique de gestion des cookies et de confidentialité sont conformes? C'est la première question à laquelle je vais, vous aider à répondre aujourd'hui. Et donc, comme Alexandre l'a mentionné dans l'introduction, on a réalisé ensemble un white paper sur le sujet. Et donc, cette idée, cette envie de mener cette étude nous est venue de la constatation que les entreprises implémentaient et ou interprétaient de manière très différente les exigences liées à la législation, notamment en ce qui concerne les bannières de gestion des cookies. Et donc, comme vous pouvez le voir, et comme vous le savez sûrement, il y a une multitude de bannières différentes sur les sites, avec des contenus différents, des designs différents, des couleurs différentes, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est afin d'évaluer le degré de maturité justement et de préparation en matière de protection des données des sites en Belgique, on a procédé à une étude sur base de 100 sites web belges. L'analyse a été réalisée en janvier 2022. Et la principale conclusion de notre étude, c'est qu'en Belgique, il y a 2 tiers des entreprises qui ne respectent pas la législation en vigueur. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir, dans un premier temps, vous rappeler certaines de ces règles en vigueur, de vous conseiller sur la façon de créer et ou de mettre à jour votre bannière, ainsi que vos politiques de confidentialité et de gestion des cookies. Et donc, il existe 3 critères principaux, à respecter pour une bannière dite, conforme. Et ces 3 critères sont basés sur un principe, le consentement, et la récolte de ce consentement va se faire via la bannière des cookies, évidemment. Et donc, ici, évidemment, on parle des cookies qui nécessitent un consentement. Pour rappel, il y a certains cookies, comme les cookies strictement nécessaires, par exemple, qui ne nécessitent pas de consentement. Donc c'est important de pouvoir aussi faire cette distinction entre les 2. Je vois la question, où pouvons-nous trouver les résultats de l'étude? Vous pouvez la trouver sur nos sites web, si besoin. Je pense qu'on pourra aussi, l'intégrer dans le mail, du webinaire, si jamais avec le lien. Donc l'étude est téléchargeable sur nos différents sites web, en français et en néerlandais. Et donc du coup, je reprends par rapport aux critères à respecter pour une bannière dite conforme. Donc le premier critère, c'est que, le consentement doit être informé. Donc, l'internaute doit avoir toutes les informations préalables, claires et complètes entre ses mains pour pouvoir faire son choix. Ensuite, le consentement doit être actif, donc c'est-à-dire que, le choix doit être fait par l'internaute, donc un consentement implicite, n'est pas aux normes. Et le troisième critère, c'est que le consentement doit être libre, c'est-à-dire que le choix de l'internaute ne doit pas être influencé, par tel ou tel design. Et donc, lorsqu'on crée une bannière, de gestion du consentement, il est recommandé tout d'abord que la bannière soit suffisamment visible pour prévenir justement les utilisateurs à propos de votre politique de gestion du privé. Et donc, on voit souvent, des bannières qui sont enfin souvent, on voit parfois plutôt, des bannières qui sont, un petit bandeau, en bas de la page ou alors qui ont une écriture assez petite. Et c'est vrai que ces designs sont assez critiquables parce que du coup, l'utilisateur n'a pas la bonne information. En tout cas, elle est là, mais elle n'est pas suffisamment visible pour qu'il puisse être correctement informé. Deuxième critère, c'est que la bannière doit proposer un choix de consentement, donc comme je le disais, qui doit se manifester par une démarche active de l'utilisateur. Et donc le consentement ne peut pas être déduit du fait que, l'utilisateur continue la navigation, par exemple. Et donc
on voit quand même souvent des bannières dites informatives qui vont juste informer l'utilisateur que des cookies sont présents sur le site sans lui proposer de choix. Et donc dans ce cas-ci, c'est pas conforme car il faut qu'on puisse avoir un consentement de l'utilisateur en tant que tel. Un autre point, on a également, comme on le voit sur la slide, les cases par rapport aux différents types de cookies qui peuvent être acceptés ou refusés. Et donc, dans ce cas-ci, les cases doivent également être décochées, car en fait, une case cochée par défaut ne constitue pas non plus un consentement valide. En ce qui concerne le côté plus technique, c'est également important de prendre en compte le moment où le cookie est déposé sur l'appareil du visiteur, parce que ça arrive parfois qu'on voit des belles bannières bien faites avec un beau design, un beau contenu, et puis en fait, nous, de notre côté un peu plus technique et analyste, on va aller regarder comment ça se passe un peu derrière. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en fait, tous les cookies sont déclenchés avant même qu'on ait pu avoir une interaction avec la bannière et avant même qu'on ait pu donner notre consentement. Et donc, évidemment, c'est bien d'avoir une bannière, mais c'est pas suffisant. C'est également important de pouvoir mettre en place les implémentations techniques derrière qui vont permettre aux cookies d'être conditionnés par rapport au choix de l'utilisateur. Alors ensuite, il est également recommandé que la bannière donne à l'utilisateur la possibilité d'accepter ou de refuser les cookies de manière libre. Et donc ça signifie que la bannière, enfin que la présentation de la bannière ne doit pas induire l'accord et doit proposer vraiment un choix clair. Accepter les cookies, refuser les cookies, gérer les cookies. Et donc il arrive parfois que certaines bannières soient présentées de manière à favoriser, ou plutôt à induire l'accord de l'internaute, en ayant par exemple un grand bouton vert «J'accepte» et puis après, écrit en tout petit, à droite, en gris clair, un lien discret, vers plus d'informations ou gérer les cookies. Et donc voilà, ces designs sont quand même hautement critiquables car on ne considère pas que l'utilisateur a vraiment la liberté totale et donc il est un petit peu influencé par, le design que vous allez pouvoir, mettre en place. Et donc la liberté, ça implique aussi, la possibilité de refuser, de mettre, les cookies sur le navigateur sans perdre un avantage. Et donc on voit de plus en plus de cookie paywall qui apparaissent d'ailleurs. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un sujet dont Victoria vous en parlera plus tard. Mais c'est important aussi de prendre en compte le fait que, l'installation des cookies ne peut pas vraiment conditionner l'octroi d'un service. Et donc c'est toujours important de pouvoir fournir quelque chose à l'utilisateur, même s'il décide de refuser, les cookies. Alors il est également recommandé que la bannière contienne, au premier niveau, les différentes catégories de cookies que vous allez utiliser, ainsi que leur explication. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, on a, 5 grandes catégories de cookies: les cookies nécessaires, cookies fonctionnels, cookies statistiques, cookies marketing et cookies de réseaux sociaux. Et donc dans ce cas-ci, c'est important que le consentement, il soit spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être accordé pour des traitements précis. Ça ne suffit pas de dire: «Ah ben, on utilise des cookies, voilà, point, OK». C'est important de pouvoir dire: «Bah, voilà, on utilise tel type de cookies, ça va être utilisé pour telle fonction et c'est nécessaire pour notre site web pour telle et telle raison». Et donc c'est important d'avoir une permission qui soit, bien précise et qui ne soit pas générale, globale et non définie. Alors, il est également recommandé que la bannière fournisse un lien vers la politique de confidentialité et ou la politique de cookies. Et là, on en revient vers le critère du fait que le consentement doit être informé. Donc, en effet, avant de cliquer, l'internaute il doit avoir eu la possibilité d'être renseigné sur le responsable du traitement, sur les finalités poursuivies, sur les données qu'il collecte, etc. Et finalement, il est également recommandé que la bannière permette à l'utilisateur de mettre à jour son consentement à tout moment, donc toujours dans l'optique du consentement qui doit être libre. Donc l'utilisateur doit être libre de pouvoir faire un choix, mais il doit pouvoir aussi être libre de pouvoir modifier son choix par la suite si jamais, il change d'avis. Et donc pour résumer, les grands critères à respecter pour une bannière dite, conforme, c'est que la bannière doit être suffisamment visible, elle doit proposer un choix de consentement qui se manifeste par une démarche active de l'utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir accepter ou refuser les cookies de manière libre. C'est important également de pouvoir inclure les différentes catégories de cookies dans la bannière, ainsi qu'un lien vers la politique de confidentialité et ou de gestion des cookies. Et finalement, l'utilisateur doit aussi pouvoir retirer son consentement à tout moment. Et donc, en parlant justement de cette politique de confidentialité et de gestion des cookies, vous pourriez vous poser la question: «Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'afficher une politique de confidentialité et de gestion de cookies sur mon site?» La réponse est oui. Tout d'abord en termes
de la politique de cookies, dans la majorité en tout cas des cas, ce sera oui, parce que malgré la taille de votre organisation, si vous collectez des informations personnelles sur vos utilisateurs, vous êtes tenu dans la plupart des pays d'avoir une politique de confidentialité. La plupart des sites web fonctionnent avec des cookies, avec une collecte d'informations, et donc le fait d'avoir une politique de confidentialité est donc inévitable. En ce qui concerne la politique de cookies, il est légalement tenu d'avoir une politique de cookies en vertu du GDPR et du Californian Act. Et donc, c'est important de pouvoir avoir ces informations qui soient présentes sur le site afin que l'utilisateur soit bien informé, comme j'ai déjà pu le mentionner juste avant. Et donc, quelles sont vraiment les différences entre ces deux politiques? Tout d'abord, la politique de confidentialité, c'est un document juridique qui va être disponible sur votre site et dans laquelle sont incluses des informations relatives aux données que vous collectez sur les utilisateurs. Donc, on doit informer, ce document doit informer les utilisateurs sur la façon dont vous collectez, traitez, stockez et gérez leurs données. De l'autre côté, la politique de cookies, c'est aussi un document juridique qui va aussi être disponible sur votre site web, mais dans laquelle seront incluses des informations relatives à l'utilisation des cookies sur votre site. Et donc, dans ce cas-ci, on va plutôt lister les différents types de cookies utilisés, décrire leur utilisation, informer l'utilisateur sur la façon dont ils peuvent contrôler les préférences en matière de cookies, etc. Et donc, pour vous donner juste un tout petit peu plus de détails, donc comment rédiger une politique de confidentialité, qu'est-ce que ça doit contenir? Tout d'abord, ça doit contenir le responsable du traitement des données, c'est-à-dire l'identité et les coordonnées de la personne et ou de l'entreprise traitant les données. Ça doit également contenir les différents types de traitements et donc les bases légales qui vont permettre de justifier ces traitements des données, comme le RGPD, le Californian Act, etc. On doit également pouvoir lister les droits, évidemment, des personnes liées aux bases légales, les types de données qui vont être collectées. Est-ce qu'on va collecter le nom, le prénom, l'adresse mail, pendant combien de temps, est-ce que ces données vont rester stockées, etc. C'est également important de pouvoir mentionner le transfert des données, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, c'est important de pouvoir spécifier qui sont les personnes morales ou physiques qui vont recevoir les données. Et en ce qui concerne les transferts hors Union européenne, il est important de mettre en avant les potentiels accords qui existent et les potentielles protections euh, des données qui pourraient exister entre les pays. Et le dernier élément, votre business, il évolue et vos services par conséquent aussi. Et donc, c'est important de pouvoir mettre à jour de manière régulière la politique de confidentialité. En ce qui concerne la politique de cookies, c'est important de pouvoir mettre en avant la définition des cookies, les différents types de cookies qui vont être utilisés, leur description, leur utilisation, leur durée également, les types de données qui vont être collectées via ces cookies et de même que pour la politique de gestion de confidentialité, c'est important de pouvoir aussi mettre à jour car vous allez par exemple utiliser de nouveaux services au cours de l'année et donc c'est important de pouvoir lister les cookies qui sont liés à ces nouveaux services. Donc voilà pour cette première question. Je vais laisser la parole à Victoria. Merci Amandine. Bonjour à tous. Donc, je vais directement enchaîner sur la deuxième partie de ce webinaire. Alors, à partir du moment où les entreprises ont pris conscience de l'existence de toutes ces règles applicables à l'utilisation des cookies, mais surtout qu'elles se sont rendues compte de l'importance de les respecter, concrètement, quand les premières amendes ont commencé à tomber, on a vu apparaître sur Internet différentes pratiques qui visaient à contourner ces règles. Alors, les deux pratiques qu'on va analyser maintenant sont celles du cookie wall d'une première part et du paywall d'une deuxième part, que vous avez sûrement déjà rencontré sur Internet, ou plus problématique encore, que vous êtes potentiellement en train de commettre sur votre site. Alors, le cookie wall, c'est tout simplement le fait de refuser l'accès à un site Internet si l'internaute n'accepte pas les cookies. Donc, en réalité, c'est imposer un non-choix à l'internaute qui est dans une situation de tout ou rien. Soit il veut accéder au site et il doit accepter les cookies, soit il ne veut pas accepter les cookies et on lui verra refuser l'accès au site et le service que ce site offre. Alors, pour répondre à la question de savoir si les cookie walls sont légaux ou non, on se penche tout d'abord sur la législation applicable. Donc, tout d'abord, le règlement e-privacy, comme Amandine l'a bien dit qu'il faut un consentement préalable de l'utilisateur avant d'installer tous les cookies qui sont non essentiels. La Cour de justice, dans un arrêt appelé Planète 49, a précisé que quand on parle de consentement dans la directive e-privacy, ce consentement doit respecter toutes les exigences de consentement qu'on retrouve dans le RGPD. Donc, on nous renvoie au RGPD qui dit que
pour être libre, pour être valable, pardon, le consentement doit être libre et un consentement n'est pas libre si l'accès au service est conditionné par ce consentement. Donc, c'est typiquement ce que fait un cookie wall. Cette position va être confirmée par le Comité européen à la protection des données, le CFED, qui, dans ses lignes directrices sur le consentement, exclut effectivement les cookie walls comme moyen valide pour les sites web d'obtenir un consentement au traitement de leurs données. Et donc, en conclusion, un cookie wall est en principe illégal. Alors, qu'en est-il de la deuxième pratique, la pratique du paywall? Alors, qu'est-ce que c'est? Le paywall, c'est des pratiques selon lesquelles l'utilisateur a une fois un choix, soit il va accéder au site en acceptant les cookies, soit il refuse les cookies, et dans ce cas, la seule possibilité pour accéder au site sera de payer un certain montant. Il y a donc une contrepartie monétaire. Alors, on a vu apparaître pas mal de paywalls sur Internet. L'exemple le plus connu, c'est celui de Marmiton. Par exemple, ici, on a une bannière cookie et on va voir qu'on donne à l'utilisateur le choix entre accepter, refuser ou paramétrer ses cookies. Mais lorsque l'utilisateur va décider de refuser les cookies, on l'informe qu'il n'a en réalité le choix que d'accepter s'il veut avoir gratuitement accès au site, soit de payer un abonnement qui est ici de 49 centimes pour avoir accès au site Marmiton sans cookies pendant un mois. Alors, on a d'autres exemples, par exemple ici sur un site d'éditeur de contenu éditorial. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que les paywalls sont, eux, légaux au regard des législations européennes. Alors, pour ce qui concerne les paywalls, on a la directive 2019-770 qui dit que le législateur européen, dans cette directive, semble reconnaître l'existence de contrats de service dans lesquels le consommateur s'engage à fournir ses données à caractère personnel comme rémunération du service. Donc, le fait de, entre guillemets, payer avec ces données ne semble pas poser de problème dans l'absolu. Cependant, cette directive ne prévaut pas sur les autres textes. Donc, toutes les exigences qui étaient du e-privacy et du RGPD sont tout à fait applicables au paywall. Donc, on revient à la question de savoir si un consentement qui a été récolté grâce à un paywall peut être considéré comme un consentement valide parce qu'il a été libre. Alors, en 2019, la CNIL, qui est l'autorité de protection des données française, a essayé de prendre une position plutôt radicale. Donc, la CNIL a été confrontée à plusieurs plaintes concernant cette pratique et elle a voulu clarifier la situation en publiant une recommandation dans laquelle elle affirmait que les paywalls sont au même titre que les cookies illégaux en raison du caractère non libre du consentement. Cependant, le Conseil d'État français a dit que, en décidant de telle manière, la CNIL a outrepassé ses pouvoirs, elle a excédé ses compétences. Alors, la CNIL est revenue sur sa position et a adopté une nouvelle recommandation en septembre 2020 dans laquelle elle est beaucoup plus nuancée et elle va prétendre que tous les paywalls et les cookie walls ne sont plus illégaux par nature, mais que dans certains cas, ils peuvent potentiellement violer le caractère libre du consentement. Donc, finalement, il va falloir analyser au cas par cas pour apprécier la légalité de l'utilisation des paywalls. Donc, dans l'attente d'une position qui viendrait soit du législateur européen, du Comité européen à la protection des données ou encore de la Cour de justice, la CNIL a publié une série de critères qui permettent d'évaluer si un consentement obtenu par un cookie wall ou par un paywall est libre ou non et est valide ou n'est pas valide. Alors, pour que le consentement soit valide, il faut qu'il ait été laissé à l'internaute une alternative équivalente. Alors, soit l'éditeur du site qui met un cookie wall ou un paywall sur son site fournit lui-même une alternative équivalente, soit il peut démontrer qu'il y a un autre éditeur, qu'il y a un autre site qui permet d'accéder à ce contenu sans être obligé d'accepter les cookies. Alors, on comprend bien que dans ce cas-là, si un éditeur de site a une exclusivité sur son contenu ou est dans une position dominante, le fait qu'il mette un cookie wall sur son site va empêcher de considérer qu'il y a une alternative équivalente. Lorsqu'il est, par exemple, dans une position dominante ou qu'il est incontournable d'utiliser son service, il existe peut-être des alternatives, mais elles ne pourront pas être considérées comme des alternatives équivalentes. Alors, que l'alternative soit offerte par l'éditeur du site qui met lui-même un cookie wall sur son site ou par un autre éditeur, on accepte que l'alternative équitable soit l'accès au site sans cookie, moyennant le paiement d'un prix. Toutefois, le montant du prix qui est demandé ne peut pas être tel qu'il va dissuader les gens de faire le choix de payer au lieu d'accepter les cookies. Donc, le tarif doit être raisonnable.
Alors ça, c'est une appréciation, on ne dit pas exactement tel prix est raisonnable ou pas, mais par exemple, on considère qu'il est raisonnable pour un éditeur d'un site de fixer le prix pour qu'il équivale à la perte de revenus qu'il subit lorsque les cookies ne sont pas mis sur son site Internet. Alors pour finir, ce tarif qui doit être raisonnable peut être payé soit sous la forme d'un abonnement, mais pas seulement, il peut également être payé sous forme de paiement ponctuel. Et dans ce cas, la CNIL recommande l'utilisation de porte-monnaie électronique qui permettrait des micro-paiements. Donc faire un virement de 25 centimes pour accéder à un site, 30 centimes pour accéder à un autre, etc. Donc, en conclusion, pour savoir si le consentement que vous obtenez grâce à votre bannière cookie, qui prend la forme soit d'un cookie wall, soit d'un paywall, est valide, il faudra examiner, pour l'instant au regard des critères donnés par la CNIL, si le consentement peut être considéré comme libre, car on fournit une alternative équitable aux cookies, aux internautes. Alors, après avoir examiné ces deux pratiques, on va s'attarder sur deux autres pratiques qui ont fait l'objet de beaucoup de débats au sein des autorités de protection des données européennes et qui sont pour l'instant dans le collimateur de toutes ces autorités. Donc, pour commencer, on va parler de Google Analytics. Vous l'avez certainement déjà entendu, il y a énormément été reproché pour l'instant à des entreprises d'utiliser l'outil Google Analytics. En réalité, c'est parce qu'en août 2020, l'association None of Your Business a déposé pas moins de 100 plaintes dans plusieurs États membres de l'Union européenne contre des sites Internet qui utilisaient Google Analytics. Alors, afin d'harmoniser leurs positions et leurs décisions concernant Google Analytics, toutes les autorités de protection des données qui étaient concernées par ces plaintes se sont mis ensemble en groupe de travail et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous dire que ce qu'on vous expose pour l'instant est, en tout cas pour l'instant, la position partagée par les autorités de protection des données européennes. Alors, donc, c'est quoi Google Analytics? Rapidement, ça permet au propriétaire d'un site Internet d'avoir des statistiques sur les fréquentations de son site. Ça, c'est plutôt simple. Alors, qui prend le risque en utilisant Google Analytics? Eh bien, c'est vous, c'est l'éditeur du site Internet qui utilise cet outil, car il est le responsable du traitement des données. Pourquoi? Parce qu'il détermine la finalité du traitement. Donc, il traite des données pour avoir ces statistiques, ces analyses de fréquentation. Et il définit aussi le moyen du traitement. Il décide d'utiliser l'outil Google Analytics pour arriver à ses fins. Google, dans ce cas-là, n'est qu'un sous-traitant. Il ne fait qu'offrir son outil aux éditeurs de sites Internet. Alors, pourquoi ça pose un problème? Qu'est-ce qui est reproché à Google Analytics? Donc, l'outil Google Analytics implique un traitement de données à caractère personnel des internautes parce qu'il utilise l'adresse IP. Et ensuite, l'utilisation de Google Analytics implique un transfert de toutes ces données en dehors de l'Union européenne. Donc, pour revenir un peu sur les principes, le transfert de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne est en principe interdit par le RGPD. Ce qu'on veut éviter, c'est que les données soient soumises à un cadre législatif étranger qui soit moins protecteur dès qu'on transfère les données en dehors de l'Union européenne. Alors, le transfert peut néanmoins avoir lieu si les parties au transfert concluent entre elles des clauses contractuelles types et mettent en place des mesures supplémentaires pour que le tout permette d'assurer un niveau suffisant de protection des données malgré ce transfert. Alors, pour évaluer les mesures supplémentaires qui doivent être en place, il faut que les organisations qui procèdent au transfert analysent si la loi du pays tiers permettra de protéger suffisamment les données après le transfert. Donc, en pratique, Google, c'est un prestataire qui est établi aux États-Unis. Et la législation applicable aux États-Unis est particulièrement permissive quant à la possibilité pour les agences étatiques d'accéder aux données de prestataires européens. Et c'est ça tout le problème. La Cour de justice a déjà affirmé qu'en raison de ces prérogatives très larges des agences gouvernementales américaines, aucune mesure supplémentaire, qu'elle soit contractuelle, organisationnelle ou technique, ne va permettre d'assurer ce niveau suffisant de protection des données quand elles seront transférées aux États-Unis, tout en gardant les données dans un format lisible et non anonymisé. Alors, Google a bien tenté de se défendre en disant avoir adopté des mesures supplémentaires, comme par exemple la pseudonymisation, mais elles ne suffisent pas à exclure la possibilité de l'accès aux données par les autorités américaines qui font des injonctions à Google, soit la réidentification de la personne concernée. Alors, quelles solutions vont s'offrir à l'éditeur d'un site Internet qui ne peut plus utiliser Google Analytics? Alors, premièrement, la plus facile, c'est de changer de prestataire et d'utiliser un prestataire européen. Donc là, on évite tout risque lié au transfert de données en dehors de l'Union européenne. La deuxième solution est une solution technique qui est recommandée par la CNIL, c'est de rompre le contact entre
le terminal de l'utilisateur où il y a ces données et le serveur de Google en venant insérer un proxy qui va agir comme un tampon qui va brouiller les données. Et ce proxy pourra par exemple remplacer les identifiants uniques, l'adresse IP ou toute donnée identifiable qui se trouve sur le terminal avant que ces données ne soient transférées au serveur de Google. Et la troisième et dernière solution, c'est d'utiliser l'outil Google Analytics 4. C'est la nouvelle version de Google Analytics qui se présente, ou en tout cas qui est présentée par Google, comme une solution privacy-friendly qui n'enregistrerait pas les adresses IP. Alors, en réalité, on sait bien que Google Analytics est omniprésente dans l'environnement digital et que les autorités de protection des données ne peuvent pas commencer à aller taper sur les doigts de toutes les entreprises qui l'utilisent jusqu'aux petites PME qui ont 5 visites de leur site par jour. Et ça explique aussi pourquoi beaucoup d'éditeurs de sites continuent à utiliser Google Analytics. Ils font tout simplement ce calcul coût-bénéfice, le coût d'avoir une amende et la probabilité d'avoir une amende de l'APD, mais aussi l'efficacité et le bénéfice d'avoir cet outil Google Analytics qui fonctionne très bien. On attire cependant votre attention sur le fait que Google Analytics, dans sa troisième version, la version actuelle qui est appelée Universal Analytics, va disparaître au 1er juillet 2023. Donc ça, c'est une décision de Google. Et c'est donc l'occasion pour vous peut-être de réfléchir à remplacer l'outil et peut-être mettre en place des solutions qu'on vient de vous exposer. Plus important encore, ce qui arrive pour l'instant à Google Analytics peut arriver à n'importe quel outil qui est proposé par un prestataire américain. Je pense ici à Mailchimp, Facebook, Salesforce, etc. Donc, d'ailleurs, si vous choisissez de quitter Google Analytics pour prendre un autre prestataire, assurez-vous qu'il ne s'agisse pas d'un prestataire américain ni d'un prestataire européen qui stockerait tout de même ces données en dehors de l'Union européenne. Alors, cependant, tous les problèmes liés au transfert vers l'Union européenne seraient peut-être réglés tout bientôt. En effet, en juillet 2022, donc très récemment, le président américain Joe Biden a signé un Executive Order qui constitue une étape dans la création d'un accord transatlantique de partage des données entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, ce décret prévoit en outre de limiter l'accès aux données par les agences étatiques américaines. Ça prévoit par exemple qu'elles ne pourront accéder aux données que dans un objectif de sécurité nationale pour une finalité spécifique et prédéfinie et que le traitement devra être fait de manière proportionnelle et nécessaire seulement. Alors, toutes ces mesures constituent des limites significatives pour l'accès et les pouvoirs des agences gouvernementales américaines. La Commission européenne doit maintenant analyser toutes ces mesures, voir un peu si elles leur conviennent, et on peut attendre la publication d'un accord transatlantique pour mars 2023 ou plus tôt. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a analysé tous les problèmes posés par Google Analytics si au final c'est pour vous dire que tout est réglé en mars 2023. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Le but de tout ce processus est que à la fin, on puisse considérer que toutes les mesures mises en place offrent des sécurités suffisantes, des garanties suffisantes pour que le transfert de données présente un niveau de protection suffisant et qu'on puisse alors transférer les données vers les États-Unis. Néanmoins, pour l'instant, on n'a aucune garantie à ce sujet. On sait par exemple que toujours cette organisation None of Your Business a déjà fait part de son intention à s'opposer à cette décision. Et donc, il faut rester très vigilant quant à l'utilisation de prestataires américains et attentif à l'évolution de ce potentiel accord transatlantique. La deuxième pratique qui est dans le collimateur de l'APD, c'est le TCF de IAB. Alors, en français, ça donne quoi? IAB, c'est l'Interactive Advertising Bureau. C'est une organisation qui a pour but de standardiser la publicité en ligne. Comment elle va faire ça? Elle a fait un ensemble de règles qu'elle a conçues en 2007, qu'elle appelle le Transparency and Consent Framework, donc le TCF. Et d'après IAB, ces règles permettraient aux entreprises qui y souscrivent de gérer le consentement des internautes conformément au RGPD. Alors, comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur un site Internet qui utilise ce TCF, il y a une interface qui apparaît, un pop-up qui permet de consentir ou de refuser la collecte et le partage de nos données pour des finalités publicitaires et plus précisément pour des finalités d'enchères publicitaires en temps réel. Alors, le choix exprimé de la sorte par le pop-up va ensuite être traduit automatiquement et de manière structurée dans une chaîne de caractères que IAB appelle le TC string.
Donc, revenons sur la finalité. Comme je l'ai dit, on demande le consentement des gens pour pouvoir utiliser leurs données dans le cadre d'enchères en temps réel. Mais qu'est-ce que l'enchère en temps réel? C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le real-time bidding ou le RTB, qui est un processus de marketing qui définit quelle publicité est affichée sur quel site lorsque l'internaute va visiter ce site. Alors, comment ça se déroule? Pour commencer, on va avoir un internaute qui consulte une page Internet. Lorsqu'il se connecte, il va y avoir tout un tas de données qui vont être recueillies sur lui, typiquement grâce à l'utilisation de cookies. Ces données sont ensuite envoyées aux intermédiaires qui font un appel d'offres. Ça consiste en une présentation du profil de l'internaute sur base de toutes les informations dont on dispose à son sujet, comme par exemple les sites qu'il a visités, son année de naissance, son genre, ses intérêts ou encore sa localisation. En fonction de ce profil, les annonceurs vont définir la valeur qu'ils attribuent à cette personne. Donc, ils vont évaluer en fonction de leur public cible et en fonction du profil de l'internaute, s'il est intéressant, plus ou moins intéressant pour eux, d'atteindre cet internaute et de leur proposer leur publicité. En fonction de cette analyse, ils vont plus ou moins enchérir pour obtenir l'encart publicitaire, obtenir l'attention de cet utilisateur. Donc, l'annonceur qui aura proposé le prix le plus élevé remporte l'appel d'offres. C'est alors sa publicité qui sera affichée sur le site web et visible par l'utilisateur. Alors, tout ce phénomène, tout ce système du RTB pose lui-même question au regard du RGPD pour plusieurs questions. La première, tout simplement parce que l'utilisateur a très rarement conscience de tout ce qui est fait de ses données et de tout ce qui se passe avant qu'on lui montre une publicité. Ensuite, il y a du profilage, il y a une prise de décision automatisée. Il y a également un traitement à grande échelle de données qui, pour certaines, pourraient être des données à caractère personnel qu'on considère comme des données sensibles. Et surtout, il y a l'intervention ici d'une multitude d'acteurs qu'on ne peut pas quantifier et surtout qu'on ne peut pas identifier. Maintenant, pour en venir à IAB, IAB, elle prétend que son ensemble de règles, le Transparency and Consent Framework, permettent d'obtenir, pour les annonceurs par exemple, une base légale valide pour traiter les données de l'internaute dans le cadre de RTB. Donc le TC String, donc les préférences de l'utilisateur, est envoyé aux organisations qui participent au RTB pour qu'elles puissent le déchiffrer et voir si elles peuvent disposer d'une base légale pour traiter les données de l'utilisateur. Alors, au début de cette année, l'Autorité de protection des données belge a considéré que IAB violait le RGPD et l'a condamné au paiement d'une amende de 250 000 €. Alors, pourquoi est-ce que l'APD a pris cette décision? L'APD a considéré, premièrement, que le TC String était une donnée à caractère personnel, parce que IAB Europe était en mesure d'identifier l'internaute auquel se rattachent ses préférences. Ensuite, IAB est le responsable du traitement du TC String. C'est-à-dire que les finalités et les moyens du traitement des données dans le cadre du TC String sont définis par IAB lorsqu'elle établit ses règles contraignantes qu'elle impose également aux autres, c'est ce TSCF. Et la troisième chose qu'a décidé l'Autorité de protection des données, c'est qu'il n'y a pas de base légale pour traiter ce TC String. Donc, elle décide que seul le consentement aurait pu justifier ce traitement, mais qu'en l'espèce, le consentement recueilli auprès des internautes n'est pas assez éclairé. L'internaute n'a pas été assez informé de tout ce qui est fait avec ces données, en ce compris à qui ces données sont transférées. Donc, comme on l'a vu, les gens qui étaient, tous les intervenants qui étaient non identifiables dans le RTB. Et elle a décidé également que toute une série de violations avaient été commises par IAB. Par exemple, l'obligation d'information qui n'est pas respectée, les obligations en matière de sécurité qui ne sont pas respectées parce qu'IAB ne contrôle pas que les utilisateurs de son TCF respectent bien toutes ces règles. Et d'autres manquements du style que l'IAB n'a pas pris la peine de faire registre de traitement des données, une analyse d'impact et tout un autre tas d'obligations qui sont imposées aux responsables de traitement en vertu du RGPD. Alors, IAB Europe a fait appel de cette décision devant la Cour des marchés, qui est la cour d'appel pour faire un recours contre les décisions de l'Autorité de protection des données. Mais avant de se prononcer sur le dossier, la Cour des marchés a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a en principe deux questions qui ont été posées. Premièrement, la Cour des marchés demande si IAB doit être qualifiée en tant que responsable de traitement si elle se limite à mettre à disposition de ses membres une norme de gestion de consentement, le TCF, qui fixe les règles précisant de manière détaillée comment il doit faire pour recueillir le consentement, le stocker, l'enregistrer et le rediffuser. La deuxième question, c'est
est-ce qu'une chaîne de caractères numériques qui traduisent les préférences de l'utilisateur quant au traitement de ces données, donc le TC string, doit être considérée comme une donnée à caractère personnel? Alors, dans l'intervalle, l'APD a déjà reproché à demi-mot à certaines organisations d'utiliser le TCF DAB. Bien qu'elle indique que la Cour des marchés doit toujours prendre un arrêt à ce propos, dans les griefs parfois adressés à des organisations, on voit que l'APD pointe le fait qu'elle utilise le Transparency and Content Framework, que pour l'instant, elle considère invalide. Et bien qu'il faille attendre la réponse de la Cour de justice pour que la Cour des marchés se prononce sur la validité de la décision de l'APD, il ne fait aucun doute que la légalité du real-time bidding en lui-même est remise en question et que l'utilisation du TCF ne permet pas d'être certain que le RGPD est bien respecté. Amandine, je te laisse continuer avec les alternatives. Oui, merci. Bah, du coup, venons-en à cette dernière question pour aujourd'hui. Quelles sont les alternatives aux cookies? Donc, on voit bien, les cookies aujourd'hui sont omniprésents et ils sont utiles pour le bon fonctionnement de la sphère web de manière générale. Mais cependant, au vu des informations qu'ils peuvent contenir, on voit que les restrictions sont de plus en plus nombreuses, que leur utilisation est de plus en plus limitée. On peut même dire qu'on se dirige vers une fin des cookies tiers pour ce cas-ci, car on a de plus en plus de restrictions au niveau des navigateurs qui mettent en place des sécurités pour protéger les données des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, c'est important de se poser la question, quelles sont les alternatives existantes et ou futures qui vont pouvoir être utilisées pour continuer justement à pouvoir utiliser la sphère web de manière optimale. Et donc la première alternative, ce serait un focus sur les first party data pour continuer à construire des relations fortes avec le client. Donc, je l'ai mentionné, on va vers une fin des cookies tiers, mais on a également, à côté des cookies tiers, on a ces fameux cookies first party, comme je le mentionnais, enfin, dont le site web est propriétaire, donc à qui ils appartiennent. Et donc, ces cookies-là, eux, par contre, ils ne vont pas cesser d'exister, ils sont toujours là. Et justement, ces cookies et ces données first party vont avoir une importance de plus en plus importante et ont déjà une importance cruciale à l'ère justement de la priorité de la vie privée, car c'est un peu le seul véritable moyen pour les entreprises de pouvoir continuer à adapter leur communication marketing par rapport à leurs consommateurs, par rapport à leurs prospects. Et donc, certaines de ces données seront des clients existants qui auront déjà réalisé un achat chez vous, qui seront déjà logués chez vous, et d'autres données seront des utilisateurs qui auront consenti justement à vous donner leurs données via, par exemple, une inscription à la newsletter. Et donc, cette combinaison de données first party et de consentement va permettre d'un côté un marketing client optimal, qui va permettre de pouvoir augmenter la valeur justement et cet échange de valeur qui va être fourni aux clients. Et d'un autre côté, ça va également permettre un meilleur ciblage et une meilleure attribution, car les annonceurs et les personnes disposant de solides données clients vont pouvoir collaborer avec les éditeurs et les sociétés qui vont, elles aussi, posséder des données first party similaires. Et donc, il va pouvoir y avoir des échanges de données à ce niveau-là. Et donc, le fait de posséder des données first party va constituer un réel avantage stratégique, à la fois pour accroître la valeur donnée aux clients, mais également à la fois pour pouvoir à côté, attirer des clients similaires à votre clientèle actuelle. La deuxième alternative, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le ciblage contextuel pour atteindre les bons prospects avec le bon message. Donc ici, on est toujours dans le côté un peu plus marketing. Donc le ciblage contextuel, il va exploiter des informations non personnelles basées sur l'endroit et le contenu que les utilisateurs consultent plutôt que sur qui ils sont en particulier. Et donc ça signifie que les annonceurs vont associer leurs annonces aux sites pertinents avec un contenu pertinent pour leurs produits et ou leurs services. Et donc, on va pouvoir cibler les utilisateurs qui consultent du contenu sur base de catégories spécifiques, sur base d'URL spécifiques ou de mots-clés spécifiques. Par exemple, un annonceur qui vend des voitures, par exemple, pourrait aller afficher ses annonces sur le site du moniteur automobile. Alors, une autre voie explorée en ce qui concerne les alternatives, c'est ce qu'on appelle le single sign-on.
Ici, l'objectif, c'est d'avoir un login partagé entre plusieurs sites d'un même écosystème pour pouvoir proposer une expérience utilisateur sans couture et aussi pour être en mesure de partager ces données cross-site. C'est déjà ce qui existe un peu, enfin, c'est le même principe que ce qui existe à l'heure actuelle quand quand vous téléchargez une nouvelle application et que vous voulez vous connecter à cette nouvelle application, vous avez la possibilité de vous connecter avec Google, avec Facebook, etc. Et donc, c'est exactement dans le même principe. Aujourd'hui, ces groupements restent assez locaux et principalement cantonnés au secteur des médias, mais c'est possible que cette alternative évolue dans le futur également. Et dans la même optique que ce single sign-on, les regards se tournent également vers des identifiants uniques alternatifs aux cookies tiers qui fonctionneraient sur le même principe, mais au lieu d'un single sign-on, on utiliserait plutôt un ID bien spécifique qui permettrait d'identifier une personne à travers différents sites. Une autre alternative, et ici on parle plus en termes de tracking en tant que tel, on parle de solutions cookieless justement pour repenser le tracking et la collecte des données. Vous avez sûrement déjà entendu les termes privacy sandbox, consent mode, server-side tagging, flock, etc. Et tous ces termes, en fait, ça représente des solutions que les acteurs du secteur tentent de mettre en place pour repenser le tracking, le faire fonctionner avec et sans cookies, afin de permettre tout simplement de continuer à collecter les données qui sont nécessaires afin de prendre les bonnes décisions pour votre business. Et donc aujourd'hui, même s'il n'y a pas une solution miracle qui existe, on peut dire qu'on est vraiment dans une période de transition où il y a énormément d'éléments qui changent. Et alors, on a de belles possibilités, des belles alternatives et opportunités pour un futur sans cookies. Et finalement, une des grandes tendances dans le monde du digital aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, le machine learning et toutes ces technologies qui vont vous permettre de pouvoir combler la perte de données. Le grand avantage de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir détecter plus facilement les anomalies qui vont apparaître, de pouvoir générer des insights automatisés, également de pouvoir générer des prévisions basées sur les données historiques. Et donc, toutes ces nouvelles technologies qui sont utilisées aujourd'hui vont permettre de pouvoir combler justement cette perte de données due à la suppression des cookies ou au non-consentement des utilisateurs. Et donc voilà pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si Alexandre, tu veux reprendre la parole, mais en tout cas, si vous avez des questions, je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat, mais si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas. Merci pour ces deux présentations. Donc, il y a eu déjà certaines questions qui ont été posées, auxquelles on a essayé d'apporter des éléments de réponse dans l'outil de conversation. Il y a un élément qui est intéressant, c'est quelqu'un qui fait une remarque sur le fait que l'autorité danoise aurait déjà émis une opinion défavorable sur Google Analytics 4, et c'est quelque part une illustration de la difficulté dans laquelle les juristes qui s'occupent de ces questions de data se trouvent. C'est que comme nous sommes dans un texte européen, toutes les autorités interviennent, agissent selon des stratégies, des politiques qui leur sont propres à des vitesses qui sont différentes, et tout cela est extrêmement complexe et difficile à suivre. En ce qui concerne l'autorité danoise, sauf erreur de ma part, mais mon danois est assez rouillé, ils ne se sont basés que sur une analyse préliminaire de la documentation, puisque c'était juste Google Analytics Universal ce qui était disponible au moment de l'émission de cette opinion, et l'opinion est basée essentiellement sur la documentation et sur ce qui était présenté comme intégrant les futures fonctionnalités de Google Analytics 4. Mais il n'est effectivement pas exclu que l'une ou l'autre autorité émette une opinion défavorable, et il n'est pas exclu non plus, on le voit d'ailleurs dans nos dossiers de contentieux où vraiment le service inspection de l'autorité de protection des données va un peu faire son marché parmi les différentes autorités de protection de données européennes, en allant chercher ce qui est le plus favorable à leur propre interprétation.
Alors, on a différentes questions. Donc ici, on voit apparaître dans certaines bannières de cookies un double choix, consentement et intérêt légitime pour les mêmes cookies. Donc de manière générale, le RGPD prévoit qu'on peut avoir pour des mêmes traitements différents fondements, mais en tout cas en Belgique, l'autorité de protection des données interprète le texte du RGPD en indiquant qu'il ne peut y avoir qu'un seul fondement pour le traitement. Alors, on peut estimer que c'est une interprétation contra legem, mais en tout cas, l'autorité y tient et l'a répété à plusieurs reprises dans des décisions qui, sauf erreur de ma part, mais ça, Fanny et Victoria, peut peut-être me contredire, n'ont pas été réformés par la Cour des marchés. Donc, quand on voit apparaître ce système de double choix, c'est tout à fait critiquable au regard, en tout cas, de la jurisprudence de l'autorité de protection des données belge. Alors, il y a une question en disant, pour la nouvelle technologie, intelligence artificielle, il y aura quand même une collecte des données personnelles et le GDPR va s'appliquer aussi. Oui, dès qu'on rentre dans le champ d'application du GDPR et qui est quand même très large, ça va s'appliquer. Et enfin, dernière question, les slides vont-ils être partagés? Oui, à nouveau. Donc, dernier élément de répétition en termes de logistique. Nous allons vous envoyer les slides. Nous avons noté, c'est une bonne idée, que plusieurs d'entre vous souhaitaient au moins le lien vers le white paper, de manière à ce que vous puissiez aller le lire. On va évidemment vous le fournir. Il est également dans l'outil de conversation. Je propose d'en terminer ici. Pour une fois, le IR légal est terminé à l'heure et même 2 minutes à l'avance, alors que d'habitude, nous dépassons allègrement de 15 ou 20 minutes. Donc, c'est fantastique. Je remercie Amandine et Victoria d'avoir non seulement fait une présentation extrêmement intéressante, extrêmement complète, mais également avec un timing de métronome.